Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité Armin Arafit, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous êtes le co-réalisateur avec Julie Lerat de ce documentaire qu'on va pouvoir voir ce soir sur Arte, les gardiens de la Révolution, les maîtres de l'Iran, pour comprendre exactement qui sont les mollahs, comment ils ont pris le pouvoir et tous les ressorts géopolitiques de ce pays. C'est ça, Oui, exactement. C'est même pour plutôt comprendre qui sont derrière les mollahs. On parle beaucoup depuis 45 ans des mollahs, de la République islamique, de Khomeini, de son successeur Khamenei. Et en fait, on découvre dans ce documentaire, en 2 épisodes, que derrière le turban des mollahs, il y a le képi, donc des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, le véritable État dans l'État qui est surpuissant en Iran, mais également dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et qui ont pris le pouvoir. Au départ, vous racontez que le mollah actuel n'était pas très ouvert aux gardiens de la Révolution, et finalement eux ont tordu le bras au mollah, à ce mollah qui ne les voulait pas, mais du coup ça a été son bras armé. Une fois qu'il a dit oui, il a été soutenu par les gardiens de la Révolution, ceux qui tiennent le pouvoir en fait. Oui, effectivement, en fait, les gardiens de la Révolution ont été créés par Khomeini au lendemain de la Révolution, tout simplement parce qu'ils ne faisaient pas confiance dans l'armée impériale du Shah d'Iran, donc des volontaires islamistes qui s'étaient entraînés dans les bases du Moyen-Orient, au Liban, en Syrie, qui servaient à sauvegarder le régime et non pas les frontières de l'Iran. Ils sont rompus au combat, notamment sur le champ de la guerre Iran-Irak après l'invasion de Saddam Hussein dans les années 80, où ils ont protégé le régime et réprimé en même temps toute l'opposition. Et donc, comme vous le dites, c'est à la mort de Khomeini, son successeur, l'ayatollah Khamenei, qui au départ n'était pas favorable à ce que ce corps armé reste tel quel. Et ce corps armé lui a quelque sorte tordu le bras et investi l'économie, puis la politique. Aujourd'hui, c'est véritablement l'armée la plus puissante en Iran, mais qui est présente dans tous les secteurs du pays, que ce soit la répression, l'économie, le pétrole, et la politique. C'est ça qu'on voit, on voit comment ils ont pris toutes les entreprises et qui dirigent toutes les entreprises, et finalement ils ont toutes les finances du pays. C'est ça qui est incroyable dans votre documentaire. Et comment ils arrivent à contourner les sanctions internationales aussi. Ah oui, alors ça c'est incroyable. On va y revenir dans un instant, mais c'est le zapping, le meilleur de la télé d'hier. Sud Radio Média, l'instant zapping. On ne l'a su qu'hier, Valérie, on en a un peu parlé dans les débats, mais depuis le mois de mai, le journaliste de SoFoot et de Society... Mai de l'année dernière, hein. Ça fait 1 an. Oui, mai de l'année dernière. Oui. Ah oui, depuis mai 2024, oui, bien sûr. Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison en Algérie, alors qu'il était en Kabylie pour un reportage sur l'équipe locale. Chez SoFoot, son employeur, c'est l'incompréhension. Il était dans cet avou. On est choqué, c'est complètement absurde. C'est quelqu'un qui qui est journaliste sportif, qui fait un article sur du football et qui prend 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Il n'a jamais fait l'apologie du terrorisme. C'est complètement fou. On est en lien avec Quai d'Orsay, on est en lien avec l'ambassade permanente depuis mai 2024. On va mettre la pression très fort sur le Quai d'Orsay, évidemment. Moi, j'entends parler d'un possible procès en appel en octobre. Juillet-octobre, c'est très très long. En prison à Tizi Ouzou, c'est très très long. On verra dans votre documentaire que les otages, c'est aussi une vraie politique des gardiens de la Révolution en Iran. On a l'impression que c'est un peu la même chose en Algérie. Oui, effectivement, on a là des pays et même des régimes plus ou moins militaires qui effectuent ce qu'on appelle le chantage à l'otage, la diplomatie des otages, c'est-à-dire qu'ils prennent des citoyens, parfois binationaux, franco-iraniens, britanno-iraniens, parfois uniquement français, comme c'est le cas actuellement en Iran de Cécile Collère et Jacques Paris, pour s'en servir de monnaie d'échange afin de faire pression sur la partie adverse, sur le pays adverse, en l'occurrence la France. Malheureusement, ce que l'on voit en Algérie avec Boualem Sansal, aujourd'hui avec notre confrère, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années en Iran. 3 ans que nos 2 otages français sont retenus sans procès en Iran. Et alors ça, justement, restons avec ce sujet, puisqu'on part pour l'Iran. Évidemment, j'ai pris ce son pour vous. Hier, TF1 est revenu sur les images du bombardement de la prison d'Evin, justement, où il y a les 2 otages français. Seulement, voilà, ces images, elles sont pas tellement vraies. Cette vidéo prétend montrer le moment exact du bombardement sur la prison d'Evin. Ce moment aurait été capté par une caméra de surveillance. Des médias israéliens la diffusent et également le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Cela rend la vidéo crédible, alors plusieurs médias internationaux la relaient, avant que nos équipes l'identifient comme douteuse. Car plusieurs éléments ne collent pas.
la caméra serait au ras du sol si vraiment elle avait filmé avec cet angle. Les arbres n'ont aucune feuille. Or, c'est le début de l'été en Iran. Tout est vert à cette période quand on compare avec d'autres photos. Enfin, regardez cette image datant de 2023. Même angle, même arbre, tout correspond. Une entreprise spécialisée dans la détection des manipulations graphiques estime que la vidéo est fabriquée à partir de cette photo. Nous avons retrouvé puis interrogé la première personne à avoir posté cette explosion, un spécialiste du marketing sur Internet proche du régime iranien. Il nous a avoué avoir généré cette vidéo par intelligence artificielle. Et oui, c'est le régime iranien qui a diffusé cette vidéo à des fins de propagande pour montrer de quelle façon la prison avait été bombardée. Eh bien non. C'est incroyable quand même. Alors, c'est incroyable, oui et non. Il faut savoir quand même que c'est le compte officiel du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui l'a en tout cas, moi je l'avais vu en premier lieu sur ce compte-là. Maintenant, oui, effectivement, ce n'est pas nouveau que les autorités de pays, notamment les autorités iraniennes, utilisent des images générées par IA. Récemment, ces derniers jours, on voit à la télévision d'État iranienne des images soi-disant de bombardements de missiles, donc des missiles qui ont bombardé Israël alors qu'il s'agit d'images générées par l'IA. Maintenant, sur le cas précis de la prison politique d'Evin, il faut savoir qu'il y a bien eu des bombardements de l'aviation israélienne dans plusieurs endroits et qu'il y a eu pas mal de dégâts au sein de la prison, de la casse. Il y a eu au moins 71 personnes qui ont été tuées d'après le bilan des autorités iraniennes. Et surtout, on reste sans nouvelles de nombre de prisonniers politiques, qu'ils soient iraniens ou qu'ils soient français. On n'a toujours aucune nouvelle, en tout cas les familles d'otages n'ont aucune preuve de vie, si ce n'est une déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères à son homologue français, leur indiquant qu'ils étaient en sécurité. Mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas s'ils ont été arrivés. Est-ce qu'on peut les croire ? Écoutez, en tout cas, ce que l'on sait, les autorités iraniennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, se servent des otages pour faire pression sur la France. Il serait contre-productif, j'imagine, qu'ils portent atteinte à la vie des otages français. Maintenant, il faudrait au plus vite qu'on ait des nouvelles de leur part, même si actuellement on est vraiment dans un climat de répression accrue en Iran depuis la fin de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. On a vu ça, que c'était très violent en ce moment en Iran. Il y a eu quand même 6 exécutions de personnes liées, en tout cas accusées d'avoir collaboré avec le Mossad, ce qui arrive souvent en Iran, ces accusations, parfois farfelues, parfois vraies, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le Mossad est très infiltré en Iran, on l'a vu, et il y a eu en parallèle 700 arrestations de citoyens, pareil, sur la même accusation, souvent frauduleuse. On continue. Alors que ce week-end, la Gay Pride a défilé, on a vu dans cette Gay Pride beaucoup de drapeaux iraniens. Il est bien de rappeler que l'homosexualité est réprimée par la mort dans ce pays. D'ailleurs, le premier imam qui s'est dit gay a été assassiné. Mohsin Hendrix, le premier imam ouvertement homosexuel et militant LGBTQIA+, a été assassiné en Afrique du Sud. Voici ce que l'on sait. Le 15 février dernier, Mohsin Hendrix est tué par balle dans le sud du pays. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un homme cagoulé se rapprocher de la voiture de l'imam avant de tirer plusieurs fois en sa direction. Selon la presse sud-africaine, Mohsin Hendrix s'apprêtait à célébrer le mariage entre 2 femmes. L'imam Mohsin avait fait de l'inclusion de la communauté LGBTQIA+, dans la pratique de l'islam son principal combat. Ouvertement gay depuis 1996, il a marié des dizaines de couples homosexuels lors de son imama, ce qui lui a valu de nombreuses menaces de mort. Il dirigeait depuis quelques années la mosquée ouverte d'Al-Ghurba, située près de sa ville natale, un lieu de prière et de formation ouvert à tous et où les musulmans homosexuels et les femmes marginalisées peuvent pratiquer l'islam. Il faut parfois faire attention aux drapeaux qu'on l'on prend et qu'on essaye de défendre, alors que lorsqu'on est gay, enfin vraiment voir des drapeaux à la Gay Pride quand on sait ce qui se passe, c'est un peu... Le drapeau iranien, vous voulez dire, oui, bien sûr. Avec cette chaleur, Valérie, fallait bien que je fasse un sujet sur la chaleur. Alors un phénomène s'amplifie incroyablement, le squat des piscines. Alors c'est un vrai fléau. Les propriétaires ne savent plus quoi faire. Pourquoi ça vous fait rire? Rien, ça me fait rire. Vraiment des gens qui viennent chez vous pour prendre la piscine. Alors un petit peu. Non, mais c'est le squat. Oui, c'est pas drôle. Vous avez raison. Le squat des piscines. Mais je comprends pas. Ils viennent quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là? Non, quand vous n'êtes pas là, ils viennent se baigner.
Ah bah oui, allez, un petit plongeon dans ce phénomène. Chaque été, le même combat pour ce gardien, empêcher les intrusions dans la piscine de sa résidence. Il faisait des plongeons, là. Avec ces fortes chaleurs, certains adolescents ne se posent plus de questions et s'invitent chez leurs voisins pour piquer une tête. Ça explique, si je vois que ça dégénère, j'appelle la police. Donc je suis très vigilant, parce que un coup de couteau, ça peut aller très vite. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées récemment, mais elles ne suffisent pas toujours à dissuader les baigneurs clandestins. Dans une propriété privée, on a permis de vivre ça, quoi. C'est pas une piscine collective, c'est pas une piscine municipale. Devant ce collège, les techniques d'intrusion dans les résidences avec piscine sont bien connues. Ils sonnent chez des gens, soit la porte elle est souvent ouverte par l'intérieur. Et après ils escaladent le petit portillon de la piscine. Et bim. Et bim. Et vous profitez des piscines des autres. C'est un vrai phénomène, y compris dans le sud. Bon, on va rester dans l'eau avec Marine. Dans l'eau avec Marine. La gagnante de la Starac, qui vous a pas fait non. La gagnante de la Starac, qui comme son prédécesseur Pierre Garnier, est bien partie pour une longue carrière. Voici un nouveau titre de son album, ça vous fait plaisir. Ça s'appelle Les gens bien, c'était composé par Eddie de Préto. Ça me fait super plaisir. Et elle était en live dans C'est à vous. Le corps mouillé, mais le cœur chaud, et puis l'accent qui chante, beaucoup plus fort que la mer du Nord, sombre et géante. Ici c'est gris, les jours de pluie, et même les jours c'est joli quand même. Oui. C'est parce qu'on a comme une... Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Armin. J'ai pas de piscine, j'aimerais bien. Armin Arafid pour parler de ce documentaire exceptionnel, vraiment, je dis très émouvant parce que c'est aussi le fil rouge est fait de témoignages de gens qui ont été victimes ou en tout cas de témoignages de proches de deux personnes qui ont été assassinées. Donc on va y revenir. Le créateur des Gardiens de la Révolution. Absolument. Les Gardiens de la Révolution, les maîtres de l'Iran, c'est ce soir à 21h05 sur Arte. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Armin Arefy. Vous êtes avec nous, vous êtes réalisateur avec Julie Lerat de ce documentaire, de cette enquête, parce que c'est plus qu'un documentaire, c'est une véritable enquête. Les Gardiens de la Révolution, les maîtres de l'Iran, c'est ce soir à 21h05 sur Arte. C'est un document passionnant puisqu'il donne à comprendre qui sont les mollahs et surtout qui les a mis au pouvoir, c'est-à-dire comment ils sont arrivés au pouvoir, et puis comment ils arrivent. Enfin, il y a énormément de choses dans le documentaire. Encore une fois, c'est pas un documentaire académique, c'est-à-dire que vraiment on est à taille humaine. Vous avez voulu justement les témoignages de gens qui ont été victimes de cette répression. Oui, exactement. Ce qu'on a voulu faire avec Julie Lerat, c'est pas raconter un énième documentaire académique historique, même si bien sûr c'est extrêmement important, mais raconter ça à taille humaine, à hauteur d'homme, un peu comme une série, comme un peu absolument. Le Bureau des légendes. Oui, savoir c'est vraiment raconter, une enquête. c'est-à-dire raconter les Gardiens de la Révolution à travers les gens lambda, français, iraniens, britanniques, américains, qui ont croisé un jour leur route et dont le destin a basculé. Et en fait, on commence dans les yeux et le regard de Richard Radcliffe, dont la femme vient d'être arrêtée à l'aéroport de Téhéran. Elle est britanno-iranienne. Elle va en Iran pour les vacances avec sa fille. Et puis, elle se fait arrêter à l'aéroport. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle est envoyée manu militari en prison. Et c'est là que commence le film. Richard se demande qui l'a arrêtée alors qu'on est dans un moment de détente à l'époque avec la République islamique d'Iran. Et en fait, non. Ce sont les Gardiens de la Révolution dont il n'a jamais entendu parler. Et il va découvrir, et nous, avec lui, exactement qui se cache derrière les Gardiens de la Révolution, qui est cette pieuvre. Donc on a rencontré le fondateur des Gardiens, un gardien de la Révolution actuel, et plein des opposants aux Gardiens de la Révolution. On va essayer de comprendre à travers eux 45 ans de République islamique d'Iran, comment on est arrivé là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre à la fois le visage terrible des Gardiens, mais également le rôle parfois peu reluisant de l'Occident, notamment au moment de la guerre Iran-Irak, où l'Occident s'est rangé du côté de Saddam Hussein contre la République islamique d'Iran. Et c'est à cette époque justement que les Gardiens de la Révolution vont aller sur le terrain, défendre le régime, mais également défendre les frontières iraniennes et créer véritablement leur pouvoir, qui est aujourd'hui sans commune mesure en Iran. Sans commune mesure, absolument, et qu'on ne mesure pas forcément, nous, vu d'ici. C'est ce qui est intéressant dans le... Ce qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, les citoyens français se font arrêter, se font prendre en otage en Iran, ce n'est pas le ministre iranien des Affaires étrangères ou même l'autorité judiciaire qui est redevable, ce sont les Gardiens de la Révolution. C'est eux qui les détiennent, parfois
et ça va parfois à l'encontre de la loi iranienne, mais ils le font pour des raisons qui leur sont propres. Il ne faut pas oublier que les gardiens de la révolution s'enrichissent des sanctions internationales. Quand il y a eu un grand accord sur le nucléaire iranien en 2015, signé par Barack Obama, l'Iran et les grandes puissances internationales, les gardiens étaient très mécontents et ont tout fait justement pour que l'accord capote. Et c'est Donald Trump, à l'époque en premier mandat, qui leur a offert ce cadeau sur un plateau en se retirant unilatéralement d'un accord sur le nucléaire, plus respecté à l'époque l'Iran. Ce qu'on voit bien dans votre doc, et c'est ça qui est étonnant, et évidemment ça a une résonance avec la Russie, c'est plus on leur met des bâtons dans les roues, plus les gardiens de la révolution s'enrichissent. C'est très simple à comprendre. Ça, quand il y a Total et que d'un seul coup Total s'en va à cause des sanctions, et ben du coup qui s'occupe du pétrole? Les gardiens de la révolution. Qui va s'occuper des armes? Les gardiens de la révolution. Qui va s'occuper de l'économie où là tous les Occidentaux sont partis? Les gardiens de la révolution, et eux sont très contents de ces sanctions parce que du coup ils se retrouvent à la tête de toutes les industries iraniennes. C'est ça qui est fou. Effectivement, un pays qui est extrêmement riche, les deuxièmes réserves de gaz au monde, les 4e pays producteurs de pétrole au monde. C'est un pays richissime dont malheureusement l'essentiel des richesses ne va pas aux mains de la population, d'ailleurs qui garde un très mauvais souvenir des gardes de la Révolution. Pour eux, les gardes de la Révolution, ce sont le symbole de la répression des manifestations au cours de toutes les dernières années. Vous n'avez pas sans doute pas oublié le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Pour revenir à ce que vous dites, c'est vrai que c'est par la solitude, l'isolement et les sanctions de l'Iran que les gardiens ont prospéré. Toute l'économie, en tout cas un tiers, voire la moitié du pays, est entre leurs mains. Et effectivement, ils ont tout un réseau à la fois mafieux, à la fois historique, via les groupes paramilitaires chiites et même sunnites. Les gardiens, pendant très longtemps, ont contrôlé les milices chiites en Irak, avec de forts liens avec le régime de Bachar al-Assad qui aujourd'hui a été renversé, a créé le Hezbollah au Liban, a armé les Houthis et même le Hamas pour le 7 octobre. En fait, dans votre doc, vous dites quelque chose de très important, c'est qu'ils deviennent tellement puissants que la seule solution du Mollah, c'est de créer d'autres milices pour qu'ils puissent s'affronter entre milices, qu'il y ait en fait une bataille entre eux et que lui, il ait la paix. Alors effectivement, c'est fou ça. À ce niveau-là, c'est ça aussi qui est terrible avec l'État iranien. L'État iranien, même si à la tête figure le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, le représentant de Dieu sur terre, il y a une multitude de pouvoirs parallèles qui ne répondent pas l'un de l'autre, si bien qu'en Iran, quand vous vous faites arrêter, vous ne savez pas s'il s'agit de la police anti-émeute, s'il s'agit des gardiens de la révolution, s'il s'agit du ministère des renseignements, et c'est ça qui est véritablement terrible. Et au cours des dernières années, les gardiens de la Révolution, ils ont eu donc l'armée régulière, les forces terrestres, les forces navales, la branche aérospatiale, la force Al-Quds, donc la branche extérieure, l'armée d'élite des gardiens de la Révolution, que l'on voyait dans toutes les ambassades iraniennes dans toute la région. Et bien sûr qu'il y a aussi des liens avec des mouvements terroristes. Il ne faut pas oublier que c'est sous la pression des gardiens de la Révolution que des groupes mafieux ont pris l'ordre d'aller arrêter, enlever des opposants iraniens. On en donne l'exemple dans notre documentaire avec l'enlèvement assez incroyable et terrible de l'opposant Rouhollah Azam, qui a été attiré dans un véritable piège digne de l'ex-Union soviétique alors qu'il se trouvait à Paris. Quelles difficultés vous avez rencontrées lors de la réalisation de cette enquête ? Bien évidemment, la première difficulté, c'est que les Iraniens, c'est le sujet tabou en Iran. Bien sûr. Les Iraniens. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on voit qu'en France, il y a aussi, on l'a vu récemment, qu'il y a aussi une activité très importante de services secrets iraniens en France. Bien sûr, bien évidemment. Donc, est-ce que vous avez eu des pressions quels ont été, les principaux écueils pour vous ? Non, la plus grande difficulté. Bon, après moi, en tant que journaliste, c'était passionnant justement. Sur plusieurs pays, de l'Irak au Danemark avec Julie Lerat, en passant par les États-Unis, on a vu justement des personnes comme John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale lui-même, menacé par le régime et les gardiens de la Révolution. Maintenant, le défi, c'était vraiment d'avoir des témoignages également à l'intérieur de l'Iran, y compris de la part de gardiens. Ça, c'est difficile parce que les autorités iraniennes ne voyaient pas ça d'un très mauvais œil. Elles ne nous ont pas, nous-mêmes, à Julie et à moi, accordé d'accréditation pour nous rendre sur place en Iran. Et donc, on a rusé. C'est par le biais d'autres moyens qu'on a réussi à arriver à nos fins et à avoir des témoignages en Iran, parce que ce qui est très important dans cette histoire du Moyen-Orient, c'est d'essayer d'être le plus neutre possible et raconter l'histoire des deux côtés. Et c'est vrai qu'en Iran,
les 8 ans de la guerre contre l'Irak, l'invasion de Saddam Hussein qui a servi les gardiens de la Révolution, sont considérés comme un véritable drame fondateur pour le régime qui a, au lendemain de la guerre, établi toute sa stratégie d'influence jusqu'à Beyrouth, jusqu'à Israël. Mais vous y seriez allé ? Vous seriez allé en Iran ? Il y avait des risques pour vous. Moi, j'ai été en Iran par le passé, j'ai été correspondant, j'ai été persona non grata pendant 9 ans, j'ai pu retourner sur un malentendu en 2016. Aujourd'hui, pour vous dire vrai, ce n'est pas le moment pour un journaliste notamment binational de nous rendre en Iran. Maintenant, il faut faire des demandes d'accréditation parce qu'il se passe encore énormément de choses en Iran. C'est vrai qu'il garde des risques. Mais avec des risques pour vous d'être emprisonné. Voilà pourquoi il faut passer, à mon avis, par espionnage. C'est un risque que je n'espère pas, que je n'espère pour personne. Il y a une journaliste italienne qui a été arrêtée pendant 3 semaines au mois de décembre dernier alors qu'elle avait son accréditation, mais je reste convaincu qu'il faut essayer de se rendre en Iran et pour ce faire, de faire des demandes officielles. L'Iran, c'est pas un pays, on va dire, monolithique. Parfois, le pays s'ouvre, parfois, il se ferme. Pour les journalistes, il se réouvre, il se referme. Oui, mais il y a quand même un risque de... Enfin, c'est pas tout à fait comparable à l'Algérie, mais on voit ce journaliste qui a été emprisonné pour apologie du terrorisme. Il peut se passer la même chose pour un journaliste en Iran aujourd'hui ? Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, donc bien évidemment qu'il y a un risque. Mais ce qui est fou en Iran, et ça je peux en témoigner, c'est que le risque existe toujours, mais quand on arrive à aller sur place et qu'on est au contact de la population iranienne, c'est quand même de la folie. On n'est pas dans la Corée du Nord, on n'est pas dans un pays, en tout cas quand on y est de passage, j'entends bien, où la parole est fermée, ça critique, ça bouge, ça vit. La population, la société iranienne est une des plus éduquées et une des plus diplômées du Moyen-Orient. Et quoi qu'il arrive au cours des prochaines années, en dépit des bombardements qu'on a vus, c'est une société qui va de l'avant et qui d'ailleurs est en train de sortir depuis maintenant plusieurs années fort de l'expérience désastreuse des mollahs, de l'islam politique. C'est-à-dire qu'on a un mouvement... Vous pensez que le mollah va tomber ? Alors le mollah, alors déjà, c'est les mollahs. C'est les mollahs et c'est le guide suprême. Je pense qu'aujourd'hui, on a un régime qui arrive au bout de sa logique. Je ne sais pas s'il va tomber et je n'ai pas on va dire je ne suis pas Madame Soleil. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, aujourd'hui, quand on sort en Iran, il y a 80% de la population, d'après les derniers chiffres, qui sont quand même opposés au régime islamique. Des gens qui ne veulent pas, d'après ce que l'on voit, être libérés par des bombes. Preuve en est, après la guerre initiée par Israël pour se débarrasser du programme nucléaire iranien, il n'y a pas eu de manifestation de rue. On a plus assisté à des Iraniens qui fuyaient pour échapper aux bombes. Mais on a quand même aujourd'hui une population qui va vers l'avant et qui veut sortir de ce carcan religieux qu'on lui a imposé au nom de la religion. On est quand même dans une théocratie, une dictature en Iran et il suffit de voir les mouvements sociaux, les manifestations de plus en plus fréquentes en Iran pour comprendre que les mollahs ne seront pas éternels, loin de là. Oui, mais dans votre doc, on voit qu'il y en a eu de nombreuses manifestations et que ça n'a jamais fonctionné, jamais abouti. Ils ont tous été réprimés. Exactement, ils ont tous été réprimés dans le sang. Encore 500 morts lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté, 6 exécutions récemment, j'en ai parlé. Maintenant, ce qui est intéressant, je pense, par rapport aux gardiens, c'est que le commandement militaire des gardiens a été décapité par Israël, c'est quand même assez fort, c'est une humiliation pour les gardiens de la Révolution. Le Mossad est extrêmement implanté en Iran, ils savent exactement où ils se trouvent, des petits hauts gradés. Maintenant, les gardiens de la Révolution, ça reste une force quand même de 190 000 personnes, c'est l'armée la plus forte en Iran, et ce que je veux dire par là, c'est que, vu son degré d'infiltration, il y a forcément des dissensions au sein de ce corps des gardiens de la Révolution. Il y a des gens qui ne sont pas forcément sur la ligne ultra conservatrice et dure du guide suprême. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait imaginer, je ne suis pas devin, mais qu'il y ait des dissensions, peut-être même un coup d'État de la part des gardiens de la Révolution. En tout cas, c'est la force qui peut faire changer les choses du bon côté ou du mauvais côté en Iran. Et quand on regarde toutes les révolutions, les renversements de régime qui ont eu lieu dans la région ces dernières années, à chaque fois, il y a eu intervention au nom de l'armée. En Égypte, l'armée a lâché Moubarak, il est parti. En Tunisie, l'armée est restée neutre, elle n'a pas soutenu Ben Ali, il est parti. En Syrie récemment, c'est un groupe armé qui a renversé Bachar el-Assad, certes djihadiste. Donc tout est possible, et les gardiens de la Révolution ont peut-être la clé de l'avenir du régime entre les mains. Encore faut-il que la grande figure que vous appelez du mollah, ou plutôt donc de l'ayatollah, ne soit plus sur place. C'est-à-dire qu'on sait que le guide suprême est malade, il fera long feu. Il a 86 ans. Mais il a peut-être un successeur, non ? Alors visiblement, ce ne serait pas son fils, c'est la grande question à 1 milliard, quel sera son successeur. Pour l'instant, visiblement, il n'y a pas d'accord, de consensus sur son successeur. Dans tous les cas,
ce qui s'est passé, l'épisode qui s'est passé avec la guerre de 12 jours entamée par Israël a considérablement fragilisé, à mon sens, l'image même de ce régime qui, depuis 45 ans, lutte et se maintient au nom de la lutte contre Israël et les États-Unis, et aujourd'hui il a quand même subi une sérieuse déroute militaire. Et pour le nucléaire, quid du programme nucléaire? Alors c'est très intéressant parce que on n'a jamais fait confiance à la République islamique d'Iran, qui a caché par le passé ses activités nucléaires. Il y a eu des négociations, souvent menées par les Européens, qui ont mené un accord en 2015 que respectait la République islamique d'Iran, signé sous Barack Obama, et patatras, Donald Trump en 2018 se retire unilatéralement de cet accord, sous pression d'ailleurs de Benyamin Netanyahou, et c'est là que l'Iran reprend ses activités les plus controversées. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire qui lui interdit d'avoir la bombe atomique, mais l'Iran a continué à enrichir de façon beaucoup plus élevée, avec des niveaux qui n'ont plus rien à voir avec le nucléaire civil. Exactement. Ce que je veux dire par là, c'est que les bombardements israéliens-américains ont retardé le programme nucléaire iranien, ont endommagé les centrales souterraines, comme vous venez de le dire, mais elles n'ont visiblement pas annihilé. D'après les renseignements militaires américains, le programme nucléaire a été retardé seulement de quelques mois, et il faudrait quelques mois à l'Iran pour qu'il reprenne ses activités d'enrichissement. Et surtout, la grande question, c'est qu'il y a un stock de 400 kilos d'uranium enrichi qui a disparu de la principale centrale nucléaire de Fordo, juste avant qu'elle soit bombardée. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouve ce stock, sauf que ce stock, avec ce stock, on peut construire pas moins de 9 bombes. La décision, visiblement, n'a pas été donnée par le suprême. Il faut qu'ils soient enrichis quand même. Hein. Alors, il est enrichi, mais il faut qu'ensuite qu'il soit à 60%. Non, il est enrichi à 60%, il faut qu'il soit certains disent 80. Miniaturisé, il faut qu'il soit ensuite vectorisé. Mais aujourd'hui, et c'est ça le grand drame, après ces bombardements, il n'y a plus d'inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur place. On ne sait pas où se trouve ce stock, et c'est la grande question. Et pour l'instant, ni Donald Trump, ni Benyamin Netanyahou ne sont capables d'y répondre. Mais moi, j'ai entendu des choses beaucoup plus inquiétantes d'un expert en nucléaire qui expliquait qu'il n'y avait pas besoin de miniaturiser. En fait, ils peuvent faire une énorme bombe, ils peuvent la mettre dans un camion et la transporter jusqu'en Israël, par des moyens détournés. On n'a pas besoin de la militariser au sens de la mettre sur un avion ou on peut très bien mettre sur uranium, faire une bombe Alors, tout dépend de l'utilisation qui veut en être faite. Moi, quand même, 45 ans de République islamique et 20 ans d'études de l'Iran permettent de me dire quand même que le but premier de l'Iran, d'après, encore une fois, ce qu'on voit de la politique iranienne, du caractère très pragmatique des mollahs, ce n'est pas un but suicidaire, même s'il ne faut pas l'écarter, bien évidemment, mais c'est avant tout un but dissuasif. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que depuis l'intervention israélienne, les principales défenses iraniennes ont été annihilées, que ce soit les groupes paramilitaires au Moyen-Orient, Hamas, Hezbollah, régime de Bachar el-Assad renversé ou affaibli, ou le programme balistique où il y a quand même 550 missiles qui ont été tirés vers Israël, interceptés grâce au dôme de fer. Aujourd'hui, il ne resterait, entre guillemets, au conditionnel, plus que l'arme atomique, l'arme ultime de dissuasion, et c'est là la grande question. Est-ce que les mollahs vont se précipiter pour leur survie vers cette éventualité? Tout reste possible aujourd'hui, et c'est ce qui va nous animer au cours des prochains mois. On continue à parler avec Armin Arefi parce que c'était passionnant, et vraiment on vous conseille de regarder ce doc ce soir sur Arte parce que c'est une enquête, c'est presque un polar en fait, hein, donc c'est pas le... C'est un documentaire d'espionnage. Oui, c'est un documentaire d'espionnage, on parlait de ça, on parlait de la question. Alors, il faudrait quasiment une émission spéciale, mais on va y revenir vendredi sur tout ce qui se passe dans le PAF. Il y a un mercato de dingue. Du Parisien. Alors avant, je vous donne quelques infos avant d'aller sur ce sujet-là. La dernière info, c'est hier, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, était en garde à vue. Alors, il y a eu du beau monde au commissariat. Il y avait le maire de Nice, Christian Estrosi, et sa femme, l'animatrice Laura Tenucci. Alors, il s'agit, Valérie, d'une enquête sur des possibles détournements de fonds publics et de prises illégales d'intérêt, révélés par Mediapart. Faux en écriture, en plus. Faux en écriture, suite à des signalements d'élus écologistes. Alors, il reproche, entre autres, parce qu'il y a d'autres choses, mais en ce qui concerne les médias, la présentation par Laura Tenucci de l'Eurovision, alors que la mairie de Nice... Eurovision Junior. Alors, oui, ça se saurait, on a gagné l'Eurovision. Alors que la mairie de Nice avait accueilli l'événement moyennant un financement de 620 000 euros. Donc, quand la mairie paye 620 000 euros et que la femme du maire se retrouve à présenter l'événement,
Ça pose des questions. Ça pose des questions. Et la garde à vue pour avoir interrogé des policiers signifie qu'il y a, alors c'est une procédure et qui précède une éventuelle mise en examen, mais qui accrédite le fait qu'il y a des éléments qui vont dans le sens de ce qui est reproché à tous ces individus. Au final, hier soir, tout le monde est sorti sans aucune poursuite, ce dont s'est félicité Christian Estrosi, qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Ah, très bien. Donc voilà, il est fête en liberté. Alors Valérie, un petit point sur ce qui s'est passé grâce à la nouvelle numérotation. Le canal 15, la perte du canal 15 pour BFM, c'est le coup de grâce. Car LCI, grâce à la nouvelle numérotation, n'en finit pas de grimper et pourrait même au prochain au sondage dépasser BFM, ce qui est quand même très étonnant. Je vous fais un petit point pour le mois de juin. Allez, 3,6 points pour CNews en juin, 3,6. Pour BFM, 2,9. Vous imaginez la différence ? 3,6, 2,9. Donc 2,9 pour BFM et LCI est à 2,5. Donc c'est à 0,4 points, ce qui n'est pas énorme, de BFM. Alors, quant à France Info, 1% de PDA, la chaîne ne décolle pas vraiment. Ça se demandait si l'info doit avoir une opinion. Et oui, n'est-ce pas, ma petite Valérie ? Oui. On en parlera donc, Valérie, avec Benoît d'Aragon. Mais c'est une vraie question de savoir pourquoi ça a profité à LCI et pas à France Info. Oui, et puis il y a également l'évolution aussi d'LCI, qui a enlevé ce qu'il nous avait dit d'ailleurs, le rédacteur en chef. Ils ont enlevé tout ce qui était Ukraine, etc. Ils sont vraiment, ils font les piscines, ils font plein de choses. Donc ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule. Et après, CNews, c'est de l'opinion. Et puis BFM, hier, c'était que la canicule, 24 heures sur 24. Je ne sais pas ce que ça peut donner en termes d'audience. On en parlera donc vendredi avec Benoît d'Aragon, qui sera notre invité du Parisien. C'est la surprise du début de la semaine. C'est l'arrêt brutal de Laurence Boccolini à la présentation des Enfants de la télé. On ne sait pas pourquoi elle a été écartée. Exactement. Pourtant, le passage de témoin avec Laurent Ruquier avait été une réussite, tant dans la présentation, puisqu'elle avait amené sa bonne humeur et sa façon de faire, et l'audience était très bonne pour Laurence Boccolini. Alors elle a réagi avec humour je pense qu'elle le fait, mais que ça lui fait, je pense qu'elle a eu mal quand même. C'est très très violent, c'est très violent. En plus, franchement, ses audiences étaient bonnes, elle faisait le job, c'est une excellente animatrice qui aimait du public. Vous savez qu'elle a écrit un livre sur les coulisses et un peu les magouilles à la télé, et elle a donc dit qu'elle avait fini son livre beaucoup trop tôt et que finalement elle aurait pu écrire tout un chapitre avec ce qui se passe, et qu'elle regrettait d'avoir fini son livre un petit peu tôt. Grâce aux Parisiens, dont on va recevoir le journaliste Benoît d'Aragon, on connaît le nom de sa remplaçante. Alors, entre les primes de France 3, la radio et la quotidienne sur France 2, elle va travailler même le dimanche. Elle, c'est qui ? Faustine Bollard. Faustine Bollard, incroyable quand même, parce qu'elle a beaucoup d'émissions. Et puis la semaine prochaine aura lieu la conférence de rentrée sur France TV. À coup sûr, on aura des nouvelles surprises qui nous attendent. On en parlera avec Benoît d'Aragon. Je ne vous ai pas parlé de questions pour un champion parce qu'on s'en est pas beaucoup parlé hier. On peut le redire. Moi, j'ai eu des retours de gens qui regardent et qui sont scandalisés par l'arrêt de cette émission. Ma maman, entre autres. Non, c'est incompréhensible. Et effectivement, de vouloir le mettre le week-end, c'est vraiment quand on veut tuer son chien. On lui a envoyé un petit message. On verra si Samuel Etienne nous répond. Et puis je pense que Benoît d'Aragon nous racontera un peu toutes les coulisses vendredi à ce sujet. Bon, ça devient compliqué pour le foot français, Valérie, qui intéresse beaucoup nos auditeurs. À la télé, la semaine dernière, Canal+ a jeté l'éponge et a renoncé de distribuer la nouvelle chaîne que veut lancer la Ligue 1. L'idée de Nicolas... La Ligue 1. La Ligue 1. Vous avez dit la ligne. Non, j'ai dit la Ligue 1. Non, vous avez dit la Ligue 1. C'est parce que je cherchais... Vous allez réécouter, on va réécouter. On réécoutera. La Ligue 1. On parie quoi, une glace, un Magnum ? Absolument. Alors... qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc la Ligue 1 voulait lancer une chaîne et Canal+ refuse de diffuser cette chaîne. Ah bah ça, vous l'avez dit avant moi. Après l'échec des prix avec DAZN, eux veulent commercialiser leur chaîne à 20 €, ce qui est monstrueux comme somme. Donc trop élevé pour Canal+, qui d'ailleurs estimait avoir la capacité d'amener entre 800 000 et 1 million d'abonnés, rien qu'avec Canal+. Une rencontre devait se faire avec Nicolas Taverneau,
Du coup, elle a été annulée. Canal+ a fermé les portes. Alors du coup, on ne sait pas qui va distribuer cette chaîne, où on va pouvoir s'abonner à 20 € parce que beIN Sport a dit qu'il ne serait pas diffuseur non plus de cette chaîne. Alors ça devient un peu compliqué et on va se demander où la Ligue 1 pourra se retrouver à la rentrée. Ouais. Donc voilà, je souris à cause de Ligue 1, mais c'est vraiment un vrai souci pour les amoureux du football. Ouais, après Élise Lucet, après Claire Chazal, c'est au tour de Stéphane Bern de lancer sa chaîne YouTube. Eh oui, on attend la vôtre. Avec de la cuisine, avec plein de choses. Dès septembre, pour des entretiens un peu éloignés de son univers. Alors ça s'appelait Le Confident. Vous savez pourquoi ? Le Confident, c'est quoi ? Je suis sûr que vous savez, Le Confident. Je sais pas, ça me vient pas comme ça. C'est le canapé en forme de S, vous savez, qui s'appelle un confident. Donc, dès septembre, le Confident démarrera et proposera des rencontres étonnantes avec des rappeurs et des personnalités loin de son univers, comme des personnalités d'Internet. L'animateur de 61 ans entend toucher la jeune génération. Alors, il s'est associé à une agence spécialisée qui s'appelle l'agence Intello, qui est fondée par un youtubeur, Gaspard G. Et c'est lui qui produit la chaîne Claire Chazal. Et puis, juste une dernière info, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire. Benjamin Duhamel a choisi France Inter. Il a décidé de quitter BFM. Donc, il aura évidemment une place de choix dans la matinale de France Inter. Mais il a décidé, comme le demandaient les syndicats de France Inter, de se consacrer à un seul média, le média radio, et quitte BFM. Comme vous connaissez mon mauvais esprit, le gadin de la semaine, c'est le film de Bernard-Henri Lévy, Notre guerre. 375 000 téléspectateurs, 2,3% de part de marché, dépassé par TFX, par W9 avec Bridget Jones, dépassé par Chérie FM, par Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, par Stargate, par Faites entrer l'accusé. Enfin, il y a des programmes du service public et des choix qui, moi, m'interrogent réellement. Ils l'ont produit assez cher, donc c'est normal qu'ils le diffusent. Oui, mais la question est de savoir pourquoi Parce qu'il produire. Est au conseil d'administration. Je ne sais pas, je pose la question, c'est pourquoi on produit des films qui coûtent très cher et qui ne rencontrent pas leur public, et ce n'est pas la première fois. Mais une fois que c'est produit, autant le diffuser. Oui, mais la question c'était avant de la produire. C'est ça ma question. J'ai compris. C'est ça ma question. Et hier, 1,5 million pour le nouveau feuilleton d'M6, c'est le début. Et puis, c'est le début. Les gens ont l'habitude du replay, mais la concurrence est d'une violence et d'une violence. Oui. Ils l'ont attendu au tournant, ils ont attendu M6 au tournant. Toujours ma maman qui regarde Un si grand soleil sur France 3. Elle a regardé les deux épisodes. Ils ont été malins, France Télévisions. On sent que ce feuilleton, en tout cas, fait peur. Donc peut-être que le replay. Oui, puis après, ils vont peut-être le rediffuser sur une autre chaîne, W9, comme TF1 le fait avec ses chaînes. Ils vont trouver une solution. Parce qu'il coûte cher, vous avez vu. Il y a un cast formidable. Merci Gilles, on se retrouve. Demain, on aura qui pour Interville. Ah oui. Mais il n'y aura pas de vachette. Il y aura une fausse vachette. Moi, je vous prends quand vous voulez au mur qui grimpe. Ah oui, on y va. Allez, à tout de suite pour les débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons